moi, j'ai tendance à croire que notre histoire est un atout, parce que moi, je fais une analyse qui est très simple. Hein. Le passé, il est déjà réalisé. Donc, je pense que l'histoire est un atout, parce que quand on fait de l'histoire ou quand on analyse l'histoire, on ne se contente que d'interpréter des faits qui sont passés de manière à mieux comprendre le présent et préparer l'avenir. Enfin, c'est comme ça que je vois l'histoire. Puisque l'histoire, ce n'est pas une science exacte. Hein. C'est une science qui est souvent une science d'interprétation ou de perception qu'on peut avoir de son passé. Donc je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de passé, je dirais, qui ne soit insurmontable. Et que j'aurais plutôt tendance à croire que notre passé, aussi complexe et aussi difficile qu'il a été, je dirais aussi traumatique qu'il a été, peut être pour nous un moyen de dépasser tout ce que nous avons déjà connu. Donc à la limite, je dirais que si je vais faire une analyse, je dirais que je crois que nous sommes le peuple le plus résilient du monde, que nous avons notre passé donne une expérience, je dirais, assez particulière de ce qu'on peut appeler l'expérience humaine, et que je pense que c'est plutôt un atout qu'il nous faut valoriser. Maintenant, ceci ne veut pas dire qu'on doit nier ce que ce passé fut. Notre passé a été assez, je dirais, une aberration, je dirais. Je pense même que c'est une aberration économique. Bon, ça a été une aberration économique à un certain temps. Mais je crois que ce qu'il nous faut maintenant arriver à surmonter, c'est surmonter tout cela de manière à construire l'avenir. Donc, moi, dans le passé, je dis, on ne peut pas changer ce qui existe, on peut que le constater, l'analyser, l'accepter, et essayer de voir comment on le dépasse, et essayer de voir comment, de ce passé, on en tire quelque chose qui nous permet d'être plus fort pour le présent et l'avenir. C'est un peu l'approche que je fais de ce passé, en disant qu'il y a une exigence à le connaître, à bien le connaître et à le regarder tous ensemble. Comment, au quotidien, et notamment dans votre action de président du MEDEF, vous investissez ces champs-là? Comment vous faites? Est-ce que ça participe, j'ai envie de dire, des armes, en tout cas du matériau intellectuel que vous avez pour précisément donner du sens à votre action? Je dirais que je suis de ceux qui pensent que l'identité territoriale ou l'identité d'un territoire, en particulier dans une société mondialisée, peut être un élément important de développement économique. Quand vous prenez par exemple l'agenda de Lisbonne, vous vous rendez compte que dans les éléments de l'agenda de Lisbonne, qui parlent d'innovation, qui parlent de développement de l'Europe, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'un des points forts de l'Europe, c'est qu'ils parlent d'Europe des régions. Et ils disent que l'un des points forts de l'Europe, c'est de renforcer ce qu'on appelle les identités régionales et territoriales. Donc le paradoxe de la situation, c'est que je pense que dans un monde mondialisé qui a tendance un petit peu à l'uniformisation, ce qui fait la force d'une région, ou ce qui fait la plus-value d'une région, sa capacité de différenciation économique, c'est justement, je dirais, ce travail sur l'identité territoriale. Et l'un des avantages que nous avons, c'est que nous avons une identité territoriale très forte. Je pense que c'est souvent une identité qui s'ignore. J'ai parfois l'impression, quand je regarde un petit peu notre situation, c'est qu'on a une identité forte qui n'a pas encore été formalisée ou conceptualisée. Donc je pense qu'on est dans une société qui a une identité forte, mais qui s'ignore. Et je crois que ce travail, c'est un travail de conceptualisation, de formalisation de notre richesse que nous devons arriver à faire. Mais il faut qu'on le fasse, je dirais, de la manière la plus large et la plus objective possible. Notre histoire nous a donné des atouts significatifs dans ce monde, je dirais, moderne. C'est que nous sommes une culture métisse. Je pense que nous avons été, pour reprendre, je dirais, une analyse qui est celle de Samuel Huntington, nous avons été la première région du monde à connaître ce qu'on appelle un choc de civilisation, très fort. Donc on est en avant-garde en ce qui concerne la mondialisation, je dirais. C'est que nous avons connu un choc de civilisation entre trois civilisations qui se sont confrontées dans cet arc caribéen, qui est la civilisation sud-américaine, qu'on a tendance à oublier, parce qu'il y avait une civilisation sud-américaine, la civilisation que je pourrais appeler européenne, et la civilisation telle que le définit par exemple Braudel, qui est un historien, mais aussi permet de mieux comprendre l'économie, qu'il appelle la civilisation africaine. Donc on a eu ce choc de civilisation, qui a été un choc terrible, et il en est né quelque chose. Alors il y a deux options, comme je dis. C'est soit on continue à faire la bataille des civilisations, je ne vois pas l'intérêt, soit on arrive à créer ce que j'appelle une identité qui puisse faire la synthèse de tout cela. Et je crois que notre défi, c'est bien cela. Donc nous sommes en fait, je pense, très bien armés pour se développer dans un monde
mondialisée. Nous avons cette particularité de pouvoir développer une identité territoriale forte qui est un atout fondamental pour le tourisme, par exemple. Nous sommes d'une certaine manière le chaudron de ce que Édouard Glissant a conceptualisé comme le tout-monde. Le traité du tout-monde, oui. Voilà, très bel nous ouvrage. sommes ça. Mais à quel moment vous n'avez pas compris ça quand on vous a vu en difficulté en février dernier face au LKP? Vous êtes énervé, ils se sont énervés et finalement on se dit est-ce que tout ça c'est pas du blabla? De la part de qui? Du LKP ou de moi? De vous aussi. Non. Je l'ai toujours compris. Et mon seul point, parce que comme vous le savez et comme beaucoup de philosophes le savent, souvent, ce qui fait la différence, c'est la méthode et les valeurs. Donc, on peut être d'accord sur l'analyse d'un objet. Vous savez, quand on réfléchit le communisme et le capitalisme, ont la même vision, enfin, ou la dictature et la démocratie ont le même objectif. Entre le communisme et le capitalisme, il y a un problème de générosité peut-être, mais bon. Nous en discuterons après, c'est des problèmes de valeurs. Mais entre la démocratie et la dictature, il y a le même objectif, c'est faire le bonheur du peuple. Dans un cas, on laisse là à un tyran. Dans l'autre cas, on pense que la liberté viendrait du peuple qui serait souverain et qui pourrait choisir. Maintenant, tout dépend comment on exprime la volonté du peuple.